Vous avez proposé un changement. Ce n'était pas anodin, mais ce n'était pas révolutionnaire non plus. Une réorganisation de périmètre, un ajustement de rôle. Et vous avez eu une réaction que vous n'attendiez pas. Un cadre expérimenté, 15 ans de maison, quelqu'un de solide, de professionnel que tout le monde respecte, s'est mis en retrait. Pas d'opposition frontale, pas de conflit, juste absent. Présent dans les réunions, absent dans les décisions, poli mais plus vraiment là. Vous avez essayé de comprendre. Vous lui avez parlé, il vous a dit que tout allait bien, que le changement était logique, qu'il comprenait. Et il a continué à ne plus vraiment être là. Ce que vous avez vécu là, ce n'est pas un problème d'adhésion, ce n'est pas un problème de communication, ce n'est pas un problème de management. C'est une question d'identité. Votre changement touche à quelque chose de beaucoup plus profond que ce que vous pensiez changer. Pas ses tâches, pas son périmètre, ce qu'il est dans l'organisation. Et ça, aucun argument logique ne peut vous l'adresser directement. Parce que ce n'est pas une question de logique. Et si vous ne voyez pas ce qui se passe réellement, vous allez continuer à chercher un problème qui n'existe pas. Un manque d'information, une résistance cachée, un problème relationnel, et vous allez passer à côté de ce qui bloque vraiment. Dans les années 70, un sociologue français a eu une idée simple mais radicale. Il s'appelait Renaud Saint-Saulieu. Son idée est la suivante. Les gens ne construisent pas leur identité seulement dans leur famille, dans leur enfance, dans leur vie personnelle. Ils la construisent aussi, et même parfois surtout, dans leur travail. Pas leur identité administrative, leur identité profonde, ce qu'ils sont, ce qu'ils valent, la façon dont ils se voient et dont ils pensent que les autres les voient. Donc il est allé dans les usines, des bureaux, les services publics et il a observé. Il a interviewé des centaines de personnes et il a écrit un livre, L'identité au travail, qui est sorti en 1977 et qui est toujours d'une précision redoutable pour comprendre ce qui se passe dans vos missions. Sa découverte centrale, la voici. Ce qui se passe dans les relations de travail, les hiérarchies, les groupes, les reconnaissances, les conflits, forgent profondément qui on est. Le travail n'est pas juste ce qu'on fait pour gagner sa vie, c'est l'endroit où l'on devient quelqu'un. Et la conséquence directe pour vous, en tant qu'intervenant en transformation, celle que Renaud Saint-Saulieu n'énonce pas explicitement, mais qui découle directement de son travail, c'est celle-ci. Quand vous changez l'organisation du travail, vous ne changez pas que les processus. Vous touchez à la façon dont les gens se définissent eux-mêmes. Et ça ne se gère pas comme un changement de procédure. Je vais vous donner 3 situations concrètes et à chaque fois, vous allez voir comment la question de l'identité explique ce que la logique habituelle n'explique pas. La première situation, le manager qui perd son équipe, une réorganisation, un manager de proximité qui avait une équipe de 8 personnes se retrouve avec une équipe de 2. Les 6 autres sont rattachés à un autre service. Techniquement, son rôle n'a pas changé. Il a toujours le même niveau hiérarchique, le même salaire, les mêmes responsabilités officielles. Mais lui ne va pas bien. Et ça se voit dans son travail. Moins d'initiative, moins d'énergie, moins d'engagement dans les projets transversaux. Ce que la direction voit, un manager démotivé. Ce qu'elle fait, des entretiens de recadrage, des objectifs clarifiés, peut-être même du coaching. Ce que Saint-Saulieu dirait, ce manager s'identifiait à son rôle d'encadrant d'équipe. C'est à travers ça qu'il se définissait, qu'il était reconnu, que son travail avait du sens. En lui retirant son équipe, vous n'avez pas juste modifié son périmètre, vous avez retiré ce qui lui permettait d'être ce qu'il est professionnellement. Aucun coaching ne résoudra ça. Il faut lui construire une nouvelle façon d'être quelqu'un dans cette organisation. Pas lui expliquer qu'il l'est encore, le lui montrer concrètement un nouveau rôle, une nouvelle reconnaissance, quelque chose qui lui permet de reconstruire une identité professionnelle solide. La seconde situation, l'expert qu'on veut transformer en manager. Classique dans les organisations techniques, quelqu'un d'excellent dans son domaine. On décide de le promouvoir manager parce que c'est la façon normale d'évoluer. Il accepte, il est même content au départ.
6 mois après, c'est compliqué. Il continue à vouloir résoudre les problèmes techniques lui-même. Il a du mal à déléguer. Ses anciens collègues le voient différemment. Lui ne sait plus trop où il est. La lecture habituelle, problème de posture managériale, on lui propose une formation en management. Pour Saint-Saulieu, la lecture est la suivante. Cet expert a construit son identité sur sa maîtrise technique. C'est ce qui lui donnait de la valeur, de la reconnaissance, un sens de qui il est. Devenir manager, c'est lui demander de changer d'identité, pas juste d'ajouter des compétences. Et ça ne s'apprend pas dans une formation de 2 jours. La vraie question n'est pas comment le former au management, c'est comment créer un rôle dans lequel son expertise technique reste au cœur de son identité professionnelle, tout en intégrant une dimension d'animation d'équipe. La troisième situation, la fusion qui n'en finit pas. 2 entreprises fusionnent, 2 ans après, les gens de l'une se disent encore les gens de l'autre côté. Les pratiques ne s'harmonisent pas vraiment. Il y a une équipe officielle et 2 tribus réelles. La direction ne comprend pas. On a fait des team building, on a organisé les processus, on a mis en place un nouveau projet d'entreprise commun. Alors Saint-Saulieu dirait, ces 2 groupes ont construit leurs identités professionnelles dans des histoires différentes, avec des valeurs différentes, des façons de faire différentes. Fusionner les organigrammes ne fusionne pas les identités. Les identités ne se transforment pas quand les gens font des choses ensemble, pas quand on leur dit qu'ils font maintenant partie du même groupe. La transformation réelle ne viendra pas d'une communication, elle viendra de projets communs dans lesquels les gens des 2 côtés construisent quelque chose ensemble et commencent à se définir par rapport à ce qu'ils font ensemble, pas par rapport à d'où ils viennent. Je vous raconte une mission. Déploiement d'un nouveau système qualité dans une entreprise de service. 18 mois de projet, des consultants qualifiés, un produit bien conçu et une résistance que personne ne comprenait dans un service particulier, le service des techniciens de maintenance terrain. Les techniciens étaient parmi les meilleurs de l'entreprise, expérimentés, fiables, reconnus. Et ils ne jouaient pas le jeu du nouveau système qualité. Ils remplissaient les formulaires, mais en faisaient le minimum. Donc, en passant 2 jours avec eux sur le terrain, pas pour observer le système qualité, pour comprendre comment ils se définissaient eux-mêmes. Ce qu'on a entendu m'a éclairé immédiatement. Pour eux, un bon technicien, c'était quelqu'un qui résolvait des problèmes, qui arrivait sur un site, qui voyait ce qui n'allait pas, qui trouvait la solution, vite, efficacement, sans avoir besoin qu'on lui explique comment faire. Le nouveau système qualité demandait exactement l'inverse. Avant d'intervenir, il fallait remplir une fiche d'analyse. Après l'intervention, une fiche de clôture. Et la solution devait suivre un protocole défini à l'avance. Pour un technicien qui se définissait comme quelqu'un qui sait, qui voit, qui agit, ce système disait implicitement « tu ne sais pas encore ce que tu fais, on va t'apprendre ». Donc ce n'était pas une question de charge de travail administrative, c'était une question d'identité blessée. Ce qu'on a changé, ce n'est pas le système, c'est la façon dont le système leur était présenté et le rôle qu'il leur donnait. On a organisé des séances où les techniciens les plus expérimentés alimentaient le protocole eux-mêmes. Leurs bonnes pratiques devenaient des standards. Leurs solutions devenaient le référentiel que les nouveaux allaient apprendre. Le message implicite est passé de « on va vous encadrer » à « vous êtes les experts dont le savoir va structurer la qualité de terrain ». La résistance a disparu en quelques semaines. Pas parce que le système avait changé, parce que la place des techniciens dans ce système avait changé et ce que cette place était compatible avec ce qu'ils étaient. Alors, et vous, en intervention, vous arrêtez de chercher comment faire adhérer. Vous cherchez d'abord quelle identité professionnelle est en jeu et comment le changement peut s'y articuler plutôt que de s'y opposer. C'est une question de diagnostic, pas de communication. Donc pour le client, une identité qui préserve,
mieux enrichie, l'identité professionnelle des acteurs n'est pas juste vécue, n'est pas juste mieux vécue, elle est plus solide. Les gens la portent parce qu'elle dit quelque chose de positif sur ce qu'ils sont. La question que Saint-Saulieu m'a appris à poser, pas dans ses livres directement, mais à travers la logique de son travail, c'est celle-ci. Dans cette organisation, qu'est-ce que ça veut dire être un bon professionnel? Et ensuite, est-ce que le changement qu'on propose est compatible avec cette définition? Cette question est en apparence simple, mais elle révèle quelque chose d'essentiel. Elle vous dit ce que les gens protègent quand ils résistent. Pas leurs habitudes, pas leur confort, leur façon d'être professionnellement quelqu'un. Une deuxième question complémentaire, plus directe encore, dans 5 ans, si ce changement a vraiment réussi, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que vous faites? Si la question est hésidante, ou si elle vient avec un silence avant, vous venez de toucher quelque chose d'important. Ce n'est pas un problème à résoudre tout de suite, c'est un signal à entendre et à intégrer dans la façon dont vous concevez la suite. Voilà, ça fait 5 vidéos que j'ai publiées sur 5 chercheurs, 5 façons différentes de regarder ce qui se passe réellement dans les organisations quand on essaie de les transformer. Crozier vous a dit: les gens protègent leur zone de pouvoir, c'est rationnel, pas irrationnel. Renaud vous a dit: les gens inventent leurs propres règles pour que le travail soit possible. C'est de l'intelligence, pas de la désobéissance. Ensuite, Claude vous a dit: les gens souffrent quand on les empêche de bien faire leur travail, pas le travail lui-même. Moscovici vous a dit: les gens voient le changement à travers des représentations différentes. Expliquer mieux ne suffit pas. Et Saint-Saulieu vous dit aujourd'hui: les gens ne changent pas facilement ce qui touche à ce qu'ils sont, pas à ce qu'ils font. Ces 5 lectures ne sont pas des théories abstraites, ce sont des outils de diagnostic, des façons de poser des questions différentes, donc, des façons de voir ce que les autres intervenants ne voient pas ou voient trop tard. C'est exactement ce que la formation Aïsia vous apprend à faire. Pas à mémoriser ces concepts, mais à les utiliser dans vos entretiens, dans vos observations terrain, dans la façon dont vous construisez vos recommandations. La formation va s'ouvrir en septembre 2026. Elle s'adresse à des coachs et consultants qui accompagnent des transformations et qui sentent qu'il leur manque un cadre pour lire ce qu'ils observent déjà. Pas un cadre théorique, un cadre opérationnel. Quelque chose qui change vos questions, pas vos réponses. Donc, si vous voulez en savoir plus où vous en êtes aujourd'hui, si vous lisez plutôt les individus, les processus ou le système lui-même, le quiz diagnostic est en description. 3 minutes, c'est gratuit, le résultat est immédiat et les liens pour la formation en septembre arriveront prochainement. Merci d'avoir suivi cette série et à bientôt.